Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire. Toujours le même principe, je parle des livres en cours de lecture ou que je viens de terminer durant la semaine. Les livres reviennent, repartent et pendant les semaines précédentes, je me plaignais tout le temps d'avoir trop de livres en cours en même temps et de vouloir donc me concentrer sur moins de livres à la fois. J'y parviens presque. Voilà les livres de la semaine, il n'y en a que 4. Ces 4 livres, en plus de ceux-là, il y en a certains dont je n'ai pas beaucoup lu de pages, parce qu'ils m'ont assez peu occupé, d'autres, 2 autres en tout cas, qui, eux, ont été mes livres de chevet durant cette semaine. Alors, je ne vais donc pas beaucoup parler de Flaubert, les 3 contes, Un cœur simple. J'ai fait la lecture du dernier chapitre d'Un cœur simple dans mes vidéos que j'appelle relire. Et j'ai terminé cette relecture-là. Et je vous renvoie à cette vidéo-là si vous avez envie de suivre. Maintenant, il y a toute la nouvelle, lue et commentée. Je relirai d'autres choses, j'ai des petites idées, je ne sais pas encore certain, mais je vais m'attaquer après à des choses un peu plus coriaces, j'allais dire, ou en tout cas un peu plus longues. Et donc je laisse tomber Flaubert, mais on ne laisse jamais tomber Flaubert trop longtemps. Dans les lectures qui m'ont peu occupé aussi, il y a toujours cette folie un peu de lire Montaigne à haute voix. Lire les essais de Montaigne à haute voix. J'en ai donc lu un à haute voix durant la semaine précédente. Un bref essai, le chapitre 28 du livre 2. Toutes choses ont leur saison. Qui, au fond, a cet aspect assez conservateur de Montaigne, chaque chose en son temps, et notamment aux âges de la vie. Il ne faut pas vouloir aller trop vite dans la vie. Il se base évidemment sur des exemples de l'Antiquité, comme c'est son habitude. Ceux qui apparient Caton le censeur, au jeune Caton meurtrier de soi-même, apparient 2 belles natures et de formes voisines. Le premier exploita la sienne à plus de visage, et précelle en exploits militaires et en utilité de ses vacations publiques. Mais la vertu du jeune, outre ce que c'est blasphème de lui en appareiller nul en vigueur, fut bien plus nette, car qui déchargerait d'envie et d'ambition celle du censeur ayant osé choquer l'honneur de Scipion, en bonté et en toute partie d'excellence, de bien loin, plus grand que lui, et que tout homme de son siècle, ce qu'on dit entre autres choses de lui, qu'en son extrême vieillesse, il se mit à apprendre la langue grecque d'un ardent appétit, comme pour assouvir une longue soif, ne me semble pas lui être fort honorable. On apprend les langues quand on est jeune. On a envie de dire à Montaigne, s'il a envie d'apprendre le grec, pourquoi pas? C'est proprement ce que nous disons retomber en enfantillage. Le sage impose une limite même aux choses honnêtes. Imponit finem sapiens et rebus honestis, écrit Juvénal. Alors bon, faut-il garder toutes choses en leur saison, le temps passant? Certaines activités, nous ne pouvons plus les faire, et nous devons donc rester dans notre âge, peut-être. Ou alors, ce que l'on pourrait faire, c'est arrêter le temps, ou le faire passer à la vénitienne, et c'est le roman que je lis en ce moment,
La fileuse de verre de Tracy Chevalier. Un roman qui nous raconte l'histoire de Murano, la ville ou l'île même, proche de Venise, où les verriers étaient cantonnés. On ne travaillait pas à Venise même, mais à Murano, et ensuite on allait commercer à Venise. Et cette histoire-là, ce qu'elle a d'intéressant, j'en parlais déjà la semaine passée, où j'avais à peine commencé cette lecture-là, c'est qu'elle se déroule sur un temps long, mais avec des personnages qui finalement vieillissent à peine. Plusieurs siècles se passent, nos personnages, notre personnage principal, la fileuse de verre, qui s'appelle Orsola, vieillit un petit peu. Elle reste une jeune fille alors que là j'en suis à la fin de la première partie. Couple un peu, mais plutôt coupe, perles et dauphins. À la fin de cette première partie, on est quand? On est au XVIIe siècle, alors qu'on avait commencé à la fin du XVe siècle, mais toujours avec les mêmes personnages, comme si cette île de Murano était une île où le temps s'arrêtait. Pourtant, les événements du monde arrivent. Il y a notamment la peste qui va toucher les personnages, mais qui va ensuite disparaître après avoir tué certains et certaines d'entre eux et d'entre elles. Mais tout d'un coup, un saut du temps se fait. Début du chapitre 3 de la première partie. Vous avez réussi votre ricochet sur la surface de la lagune. Un autre rebond et votre pierre plate atterrit en 1631. Voilà, on lance la pierre qui nous dévoile quand on se retrouve 1631. Le temps à la vénétiana est à nouveau à l'œuvre. L'épidémie a fini par s'essouffler, comme toujours, avec la peste, après avoir tué presque un tiers de la population de Venise. Ce ne sera pas la dernière fois. Heureusement, il se passe d'autres choses dans le monde. Il y a un petit résumé de ce qui s'est passé entre deux, même si au fond ça touche pas tellement nos personnages. Shakespeare, par exemple. Le barde situe même 2 de ses pièces à Venise. Est-il jamais venu et aurait-il par hasard acheté une jolie boule de verre? Celle qu'Orsola confectionne un peu en cachette parce que les femmes ne peuvent pas filer le verre, même si certaines le font, mais juste pour des petites perles et pas pour des objets plus grands. Galilée explique aux hommes qu'ils ne sont pas le centre de l'univers. Cette annonce passe mal. Le Caravage maîtrise le clair-obscur et commet un meurtre. En Europe, c'est le début de la guerre de 30 ans. De l'autre côté de l'Atlantique, des terres commencent à être colonisées. Le mythe grandit selon lequel les Hollandais ont acheté l'île de Manhattan, où la tribu des Indiens Yenap pour de la... Ils l'ont acheté à la tribu des Indiens Lenapes, je ne sais pas comment ça se dit, pour de la pacotille. Et oui, une poignée de perles. On voit le lien entre le monde et les perles que confectionne notre personnage. Il est tentant d'imaginer que ce sont celles d'Orsola, mais non. Et les Lenapes ont un sens différent de la propriété. Pour eux, personne ne possède la terre qui ne peut être ni achetée ni vendue. Après ce rappel historique, ce petit passage par l'histoire, finalement, tout se passe comme si de rien n'était. Orsola n'a pas vieilli. Elle aime un certain Antonio, mais ce n'est pas
un verrier, c'est un pêcheur. Et le frère d'Orsola, qui est le maestro, refuse que ce soit cet Antonio qui épouse sa sœur et qui surtout devienne trop tôt, alors qu'il est bourré de talent, l'un des ouvriers de son atelier. Et il y a donc une histoire d'amour malheureuse qui nous est racontée toujours du point de vue de Orsola. Et quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'émancipation des femmes par ce travail du verre discret, mais en même temps de leur oppression. Cet homme qu'elle a aimé s'en va. Il va sur ce qu'on appelle la terra ferma, la terre ferme. Alors que depuis Murano, depuis l'île de Murano et depuis Venise, ses canaux, on se méfie de la terre ferme. Et Orsola reste, au fond, toujours dans ce même lieu où le temps passe lentement, mais les souffrances du temps qui passe ont lieu quand même. Elle reste à Venise et surtout à Murano. Et il me reste à peu près la moitié du livre à lire, une partie qui s'appelle Trois colliers, puis De vrais dauphins, le dauphin confectionné par l'homme qu'elle aime, Antonio, qu'il a réussi à lui envoyer depuis Prague. Un dauphin qui s'emboîte avec le dauphin qu'elle avait déjà. Joli symbole. C'est une belle histoire que cette histoire de la fileuse de verre. Je me réjouis de lire la suite de cette histoire-là. Histoire d'un temps où, au fond, rien n'est vraiment au présent, rien n'est vraiment au passé. Rien n'est vraiment où tout est toujours actuel. Et actuel, c'est précisément le titre de plusieurs livres d'Albert Camus. Et j'ai lu dans cette pléiade d'Albert Camus qui me tient lieu de compagnie depuis déjà pas mal de temps, cette partie sur les essais de Camus, le livre qui s'appelle Actuel 1. Ce sont principalement des chroniques du journal Combat, donc des prises de position de Camus sur l'actualité de son temps, principalement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1940, période qui n'est plus pour nous actuelle et qui pourtant garde ou dont les commentaires que fait Camus gardent une certaine actualité, ou en tout cas on perçoit des échos entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait il y a maintenant bien longtemps. Et pourtant, la question de l'engagement politique, moral, la question de la place des journalistes, c'est des questions qui, au fond, restent. Cette question de morale et politique, à l'heure où, visiblement, les politiques n'ont plus rien à faire de la morale, sans doute d'ailleurs, était-ce déjà un peu le cas en ce temps-là, en tout cas de certains politiques. Et puis des événements majeurs qui bouleversent la face du monde. Il y a notamment ce célèbre édito de Combat du 8 août 1945 qui me semble, au fond, lui, encore actuel. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses.
C'est ce que chacun sait depuis hier. 8 août 1945, hier, ça veut dire le bombardement d'Hiroshima. Et le bombardement de Nagasaki n'a pas encore eu lieu quand il écrit ceci. Grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Oui, le commentaire de la destruction de villes entières avec enthousiasme, avec l'idée que ça peut être bien, parce que ça mettrait fin à la guerre. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui bombardent des villes, des pays entiers, en pensant que ça mettra fin à la guerre. Au détriment, bien sûr, des gens qui y vivent. On pense à Gaza, on pense à l'Ukraine, on pense à d'autres endroits encore. Donc l'actualité de cette phrase-là est essentielle, même si la bombe atomique n'a plus été utilisée à des fins de bombardement par la suite. N'empêche que cette idée que un ballon de football, pas tout à fait la taille de la bombe d'Hiroshima, mais l'image est tout à fait parlante, peut raser des villes entières. Des journaux américains, anglais et français se répandent en dissertations élégantes sur l'avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques et même le caractère indépendant de la bombe atomique. Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. On a envie de dire que on est peut-être allé plus loin, qu'aujourd'hui on a des technologies qui sont peut-être encore plus puissantes. Et on a toujours la bombe atomique, et on a des bombes atomiques encore plus puissantes, beaucoup plus puissantes, par rapport à celles d'Hiroshima. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Ça, je crois qu'on pourrait aujourd'hui réécrire exactement la même phrase. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche, et plutôt plus que moins, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Cette idée au fond que la science est une chose extrêmement utile, la technologie et tout ce qui se développe grâce à la science peut être extrêmement positif, mais aussi la cause du suicide collectif. Et on voit aujourd'hui qu'on est sans doute très avancé dans le suicide collectif. En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles. Que dans un monde livré à tous les déchirements de la violence, incapable d'aucun contrôle, et on voit qu'aujourd'hui on retrouve ce monde-là, ce monde que précisément un peu après le texte qu'on lit ici de Camus, qui date de 1945, va se mettre en place une gouvernance mondiale, une tentative de gouvernance mondiale avec l'ONU, etc. L'ONU aujourd'hui est en mort clinique, enfin, ne maîtrise quasiment plus rien. Et donc on voit bien qu'on retombe dans ce monde-là. L'actuel de 1945 peut-être redevient actuel 2025, 80 ans plus tard.
Que dans un monde livré à tous les déchirements, de la violence, incapable d'aucun contrôle, indifférent à la justice ou au simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé. Personne, sans doute, à moins d'idéalisme impénitent, ne songera à s'en étonner. Ces découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu'elles sont, annoncées au monde pour que l'homme ait une juste idée de son destin. Mais entourer ces terribles révélations d'une littérature pittoresque ou humoristique, c'est ce qui n'est pas supportable. Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Voici qu'une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d'être définitive. On offre sans doute à l'humanité sa dernière chance. Et ce peut être après tout le prétexte d'une édition spéciale, mais ce devrait être plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de beaucoup de silence. Aujourd'hui, le silence manque. Il y a du bruit partout, du tweet, du plein de fritures sur la ligne, de mots non maîtrisés et qui sont très loin d'être à la hauteur de ce qui se passe. Là encore, tout ça est d'actualité, même si l'événement déclencheur n'est pas forcément le même. Au reste, il est d'autres raisons d'accueillir avec réserve le roman d'anticipation que les journaux nous proposent. Quand on voit le rédacteur diplomatique de l'agence Reuters annoncer que cette invention rend caduques les traités et périmer les décisions mêmes de Potsdam, remarquez qu'il est indifférent que les Russes soient à Königsberg ou la Turquie aux Dardanelles, on ne peut se défendre de supposer à ce beau concert des intentions assez étrangères au désintéressement scientifique. Qu'on nous entende bien, si les Japonais capitulent après la destruction d'Hiroshima, et par effet de l'intimidation, nous nous en réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle autre chose que la décision de plaider plus énergiquement encore en faveur d'une véritable société internationale. Ce sera l'ONU qui, comme je le disais avant, n'existe bientôt plus. Ou en tout cas, n'existe bientôt plus que sur le papier. Où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et moyennes nations. Le péché originel de l'ONU est là. Les grandes puissances ont plus de droits à l'ONU que les petites nations. Les droits de veto, etc. Où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l'intelligence humaine, ne dépendra plus des appétits ou des doctrines de tel ou tel État. Encore une fois. Ce que demande Camus, aujourd'hui, ça disparaît. L'appétit et les doctrines de tel ou tel État sont en train, aujourd'hui, plusieurs États, et les plus puissants, de jouer au dé, on a l'impression, le destin de l'humanité entière. Il n'était pas encore question des questions climatiques à cette époque-là, qui se rajoutent à tout le reste. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Et je crois que je vais arrêter là cette lecture et ce que j'ai à dire sur les lectures du jour. Il y a d'autres éditos et d'autres textes de Camus qui mériteraient sans doute d'être relus aussi, mais choisir entre l'enfer et la raison. On en est à nouveau là aujourd'hui. Les actuels de Camus sont
plus actuel que jamais. Voilà, c'était ce que je pouvais dire sur 4 livres aujourd'hui. Je ne sais pas si la semaine prochaine, il y en aura encore moins. Il est fort probable qu'il y en ait un peu plus parce que je vais commencer de nouvelles choses quand même. D'autant plus que, justement, les chroniques de Camus, je les ai plus ou moins terminées. Il y a quelques compléments dans la deuxième partie de la Pléiade ici que je lis en attendant, mais il y aura peut-être quand même d'autres choses. Il y aura plus Flaubert et une nouvelle lecture à haute voix dont je vous reparlerai. Puis Montaigne reste un compagnon toujours actuel lui aussi. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.